Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Dans ce format sur la route, je vous emmène à la rencontre des acteurs et des actrices du changement dans l'industrie textile. Comment fabrique-t-on des vêtements éthiques ? Concrètement, ça veut dire quoi de s'engager au quotidien pour un monde meilleur ? Cet hiver, j'ai accompagné Katia Sanchez à la ferme aux 4 vents, en Dordogne. Sur place, j'ai rencontré Audrey et Mathieu, les propriétaires. Ils sont frères et sœurs et ils se sont lancés dans l'élevage de chèvres Angora. Katia Sanchez est la créatrice de la marque Des Petits Hauts, qu'elle a quittée il y a quelques années, avant de créer sa propre marque éponyme. Elle m'a ouvert les coulisses de la fabrication de ses pulls en mohair et je l'en remercie. Car une marque responsable, c'est avant tout une marque transparente. Audrey et Mathieu nous racontent avec beaucoup d'émotion leur quotidien et les difficultés d'être éleveurs aujourd'hui. Nous avons discuté ensemble de chèvres Angora, de mohair et de métiers passion. Je vous souhaite une très belle écoute. Intercité 3605 à destination de Toulouse-Bataillon. Ce train partira à 6h41. Attention au départ. Souillac, 2 minutes d'arrêt. Souillac, correspondance pour la direction de Saint-Denis-près-Martel par autocar. Là à droite, c'est les plus navires. Là, c'est les petits. C'est les petites femelles là-bas. C'est les petits de la montagne. Ça, tu vois, ça c'est le petit parc Bobologie. C'est vraiment un métier passion, mais en même temps... Et ouais, c'est galère. Hein. Nous, quand ça naît ou quand ça va mal, on est là jusqu'à minuit, quoi. Pour voilà, faire des petits, ou à 8h quand on part, parce qu'on a fini, on voit que... Il y en a un qui s'était mal couché, il est pas en canne, et bien on va revenir 3 heures après voir s'il va mieux. Les mises bas, on voit qu'il... pour être sûr qu'il va téter. Je suis Katia Sanchez, j'ai 45 ans. Je viens de lancer la marque qui s'appelle Katia Sanchez et j'ai 2 petites filles. J'habite dans le 19e à Paris. Alors, j'ai créé la marque Des Petits Hauts en 1999. J'étais assez jeune en fait. J'ai fait des études assez sérieuses. J'ai fait une prépa HEC, donc une filière scientifique, ensuite une prépa HEC, une école de commerce, parce que mon père qui n'avait pas fait d'études voulait qu'on fasse des études. Et pour lui, faire des études, à l'époque, c'était un peu faire une prépa HEC. Donc moi, j'ai écouté mon père et je pense que d'ailleurs, je ne regrette pas du tout. Mais ça m'a donc amené à faire... une école de commerce. Après l'école de commerce, j'ai travaillé. Donc évidemment, il fallait faire un stage. Je me demandais bien dans quoi j'allais faire un stage parce que ni la finance ni le marketing ne me passionnaient vraiment. Et donc, j'ai envoyé des CV dans des boîtes qui me semblaient sympas. Alors, petits bateaux, je ne sais plus trop lesquels à l'époque, mais plutôt dans des marques de vêtements. Et donc, j'ai été prise dans le groupe André comme assistante chef de produit. Et j'ai fait un stage qui s'est bien passé. J'ai été embauchée. J'avais un job hyper sérieux parce qu'entre-temps, ils avaient réorganisé le rayon. Et donc, c'était un poste très chiffre où l'assistante chef de produit était censée bien gérer les budgets, dire à l'acheteuse d'acheter ou d'arrêter, où on en était dans les engagements et tout ça. Puis moi... en fait, j'étais pas chiffre du tout et j'ai fait une énorme boulette dans un tableur Excel. Et je disais à ma chef de produit, vas-y, achète, on a encore plein de budget et tout. Et puis finalement, on avait bouffé tout le budget parce que j'avais oublié une ligne. Et là, quand on s'est aperçu de ça, c'était l'angoisse totale. J'ai pas parlé pendant 1 semaine. Je me sentais tellement stupide, c'était horrible. Et bien là, finalement, ça a été positif parce que la modéliste du rayon à l'époque était une copine, m'a emmenée voir un défilé S-Mode. Et pour me détendre parce que ça faisait 1 semaine que je parlais pas tellement j'étais traumatisée. Et là j'ai vu le défilé S-Mode et je me suis dit mais c'est génial. Et j'ai trouvé ça magique de faire tout ça. Je me suis dit que ces étudiants c'était génial ce qu'ils faisaient. Et je suis rentrée, j'ai appelé mon père, je lui ai dit écoute, j'ai fait les études sérieuses, maintenant j'ai trouvé ce que j'avais vraiment envie de faire.
Et j'aimerais faire une école de stylisme. Et il m'avait quand même toujours dit, parce que plusieurs fois j'avais quand même eu des doutes en disant je voudrais plutôt être photographe. Et il me disait fais des études sérieuses, on verra après. Si tu as besoin que je te paye d'autres études après, tu feras autre chose encore après. Et donc là c'était le moment. Et il m'a tout de suite dit ok, vas-y, t'as raison, fais ce que tu aimes et tout. Donc 3 jours après je démissionnais et je partais faire S-Mode. Dans une année de perfectionnement qui est une année toute simple où on apprend juste à dessiner et à faire un peu les bases d'une collection. Donc c'est une année qui s'adresse à des gens qui ont déjà travaillé. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas moi ça m'a juste donné un peu de légitimité par rapport à moi-même et ça m'a appris à dessiner des modèles, des dessins à plat et c'est quand même la base. Et donc pendant cette année d'S-Mode, j'ai eu l'idée de faire des petits hauts. Tout simplement parce que ma sœur avait une boutique de prêt-à-porter où elle vendait très bien ce type de produit. Et moi, quand je travaillais dans le groupe André, c'était aussi un type de produit qui cartonnait par rapport à d'autres produits, par exemple par rapport à la robe ou les pantalons. Et donc, je me suis dit, super, ça m'a l'air d'être plus facile en plus de s'attaquer qu'à un seul produit. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. On avait les t-shirts Koukaï ou Morgane qui arrivaient au-dessus du nombril. Il n'y avait pas grand-chose. Et voilà. Et donc, je me suis dit super. Et j'ai commencé à faire mes 25 t-shirts dans mon studio d'étudiante, à arpenter Première Vision pour trouver des matières. Autant dire que je connaissais rien. Donc, je rentrais dans tous les stands pour essayer de trouver et de déceler les belles matières, les bons fabricants, etc. Et puis voilà. Donc, au début, j'ai dû choisir 3 matières. J'ai fait 25 modèles dans 4 couleurs. Et ma sœur, qui avait une boutique à Orléans à l'époque, connaissait des agents commerciaux. Enfin, un agent commercial en l'occurrence avec qui elle s'entendait bien. Et elle lui avait dit, ma sœur crée une collection de t-shirts. Est-ce que je peux te la présenter ? Et il lui avait dit, écoute, oui, présente-la moi. En plus, il n'y a pas beaucoup de choses sur ce type de produit. Si c'est bien, je la prends. Puis si ça ne me plaît pas, je te le dirai. Donc nous voilà partis toutes les deux à Nantes, présenter les premiers t-shirts à Yann, qui les a trouvés bien, il les a très bien vendus. À l'époque, c'était assez extraordinaire, il avait vendu, je me souviens, 8000 pièces sur la première saison, donc à des détaillants multimarques. Donc c'était génial. Encore fallait-il les produire, parce que entre-temps, on avait eu un peu des galères. Mais en tout cas, c'était parti comme ça. Et voilà, donc on a eu une grosse galère de prod. Moi, je dormais pas de la nuit parce j'avais choisi un fabricant à 3 qui n'était pas bon. Et quand je suis allée contrôler, on passait pas la tête dans les t-shirts. Donc il a fallu tout reproduire 1 mois avant de livrer les clients. Je n'osais même pas le dire à Yann. Et heureusement, on a trouvé un autre fabricant qui s'appelait Monsieur Haz à Lyon, enfin près de Lyon, à Mantes à l'époque, qui nous a tout refait en 1 mois, qui a été génial, avec le fabricant de jersey Bugis, qui était à 3, lui. Et on a pu tout reproduire et finalement livrer nos clients et sauver la marque qui aurait pu péricliter tout de suite. Mais cette expérience, elle m'a servi aussi parce que je crois que cette notion de la qualité et des relations avec les fabricants, je pense qu'elle a... En tout cas, après ça, j'ai vu les choses totalement différemment et ça m'est resté depuis toujours. Et finalement, ça a été très dur, mais ça a impacté tout ce que j'ai fait par la suite. Voilà. Ça a duré 18 ans, de 1999 à 2017. Alors, des petits hauts continuent sans moi, évidemment. Donc moi, au départ, je m'occupais de tout, prod, facture, tout. Et puis ma sœur m'a rejoint assez rapidement, au bout de, je sais pas, peut-être 1 an. Elle est venue vivre à Paris et du coup, on a pu être à plein temps toutes les deux. Et puis voilà, la marque s'est développée. Et au bout de 17 ans, donc à la fin, j'étais plutôt vraiment uniquement sur le produit. On avait eu 2 actionnaires. On a eu un premier actionnaire en 2005 et un deuxième en 2012. Et donc, au fur et à mesure des années, de couteau suisse, je suis passée à vraiment sur ce que moi, je savais le mieux faire, c'est-à-dire les produits et l'identité visuelle. Donc, en 2017, j'étais vraiment dans les collections et l'identité visuelle de la marque. Et j'ai eu envie d'arrêter. Tout le monde me disait c'est génial, ce succès et tout. Et en fait, moi, je commençais un peu à me poser des questions et à être moins épanouie dans ce que je faisais, pour plein de raisons. Il était temps pour moi, je crois, de passer la main. J'avais l'impression que on ouvrait des boutiques, mais bon,
j'avais l'impression de plus rien apprendre c'était plus ça, quoi. Et bon, en plus j'avais une équipe super et la marque avait 18 ans, c'était un peu symbolique aussi. J'ai eu envie d'arrêter, de faire un break, de retrouver aussi un peu ma liberté et de réfléchir à plein de choses. Donc voilà, en novembre 2017, j'ai quitté mes fonctions chez Desptio. Avant de quitter Desptio, j'ai beaucoup réfléchi. Ça s'est pas du tout fait sur un coup de tête. Il y avait des choses qui me correspondaient plus et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi. Mais j'étais dans un état d'esprit c'était très difficile quand même. Je veux dire, un changement comme ça, c'est pas rien. C'était quand même mon bébé, j'y avais mis mon âme. C'est quand on crée une marque, on a une vision des choses, on met un peu toute son âme, tous ses goûts, voilà. Aussi beaucoup de gens que j'aimais beaucoup. Donc c'était pas simple de partir. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis fait aider d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai toujours eu envie d'être libre et de choisir ce que je faisais et de savoir pourquoi je le faisais. Et là, je sentais que c'était plus le cas, donc j'ai préféré passer la main. Voilà. En fait, quand je suis partie, déjà, je m'étais préparée, mais la semaine qui a suivi, c'était quand même hyper dur. Donc on se prépare, mais le jour où ça arrive, c'est pas si simple. J'ai fait un break dans le sens où j'ai bossé comme une dingue pendant 18 ans et que quand ça s'est arrêté, d'avoir du temps pour manger, dormir et lire, c'était déjà extraordinaire. Je me suis occupée de mes filles, donc ça a été un moment génial parce que avoir du temps, c'était un luxe absolu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, une envie d'aller en Inde, mais vraiment très forte. Peut-être parce qu'au début de Desptio, j'étais allée beaucoup en Inde. C'était plus le cas du tout à la fin, puisque moi, je m'occupais du style, donc j'étais plus dans la prod. Mais j'étais allée beaucoup en Inde en ayant la frustration de ne pas visiter l'Inde, puisque en fait, j'allais faire les collections. Mais j'étais jamais allée voir le Taj Mahal. J'étais allée dans des marchés extraordinaires avec des perles et des tissus dont j'avais gardé des super souvenirs. Ça, c'était vraiment au début de Desptio. Mais du coup, quand ça s'est fini, je sais pas, j'ai eu envie de retourner là-bas et de prendre le temps de découvrir vraiment le pays, tous ces endroits où je n'avais pas pu aller, ou alors en coup de vent, etc. Donc j'y suis allée avec ma famille, parce qu'en plus quand j'y allais à l'époque, je me disais j'aimerais tellement y aller avec mon chéri et tout. Donc voilà, quand ça s'est terminé, j'y suis allée même avec mes filles. Et ça m'a fait du bien de voir aussi des couleurs, c'est magnifique en termes de couleurs et de sourires. Et l'Inde, c'est vraiment... moi, ça m'a fait un bien fou. Et en même temps, c'est un pays très, très dingue dans le sens où on côtoie les choses les plus magnifiques et aussi les plus dures. Donc c'est un peu spécial, mais ça m'a évadée, en fait, ça m'a permis de faire ce break aussi, je crois. En rentrant d'Inde, j'ai continué pas forcément à me remettre dans un projet. Donc j'ai aussi j'ai assisté à beaucoup de conférences, j'ai fait une formation sur Kering, j'ai rencontré l'agence d'éco-conception MU. J'ai revisité aussi des usines en France, un peu par hasard, par une copine qui connaissait un copain qui avait racheté une usine de mailles en France. Ou une autre qui m'emmenait voir une filature, notamment Raphaël qui avait une mercerie, on est allé visiter une filature en France et ça s'est fait un petit peu comme ça. Et donc je me suis ouverte à tout ça, j'ai rencontré pas mal de monde, alors que c'est vrai qu'avant je travaillais tellement que j'étais assez en vase clos, et de rencontrer toutes ces personnes, ça m'a aussi ouvert l'esprit et c'était très intéressant. Et puis évidemment pendant ce temps-là je creusais, donc ma formation Kering c'était aussi sur l'éco-conception, etc. Et j'ai réfléchi aussi à des sujets sur lesquels je n'avais pas pu vraiment creuser pendant que je travaillais comme une dingue. Mais je me suis reposé des questions. J'ai pu creuser des sujets tels que la fabrication, les élevages, etc. J'ai essayé de comprendre vraiment et d'aller au fond des choses. Donc en parallèle de ça... j'avais aussi l'envie de refaire le métier que j'aime, c'est-à-dire faire des gammes couleurs, recréer des vêtements, chercher des tricotages, faire des belles photos, etc.
Et voilà, et à un moment donné, je me suis remis à dessiner et à faire du travail de couleur, etc. Et c'est revenu. Et sur le coup, je me suis dit, ah mince, mais tu sais pas te renouveler dans la vie, fais autre chose. Tu pourrais aller faire de la céramique. Je me culpabilisais même un peu de refaire ça. Et puis, en fait, c'était une évidence, ça s'est fait comme ça. Donc c'était, voilà. J'ai un ami de mon père aussi, je le dis sur mon site, mais qui m'a dit... un peu comme ça dans une conversation à bâton rompu, qui m'a dit on sait bien faire ce qu'on sait faire. À un moment donné justement où je lui disais peut-être je vais faire complètement autre chose et tout, et lui c'est un vieux monsieur qui a bâti des maisons et qui travaille dans le bâtiment, et il m'a dit on sait bien faire ce qu'on sait faire quand même. Et ça m'a fait tilt. J'étais pas du tout encore dans une période où je réfléchissais exactement à ce que je voulais faire, mais cette petite phrase elle m'est restée dans la tête, et quand je me suis reposé la question, je me suis dit, bon, après tout, il a raison, j'ai envie de le faire, ça me revient, je sais bien le faire, j'y vais. Donc j'ai arrêté de culpabiliser et je me suis dit, ok, voyons voir comment je peux faire ce métier vraiment comme j'aime. Je suis allée à Pitti Filati, c'était en janvier, et là j'ai vu tous les filateurs italiens que je n'avais pas vus depuis quelque temps. Et j'étais à la fois contente parce que je sentais qu'en termes de prise de conscience par rapport à l'écologie et tout, il se passait vraiment des choses par rapport à... Je crois que j'avais pas dû y aller pendant 3 ou 4 saisons. Je sentais qu'il y avait du changement. Donc à la fois ça, c'était positif. Mais en même temps, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, je comprends rien. Ils étaient tous Greenpeace, Détox. C'était un peu la foire aux infos, la foire au marketing, au greenwashing, etc. Alors, tout n'était pas du greenwashing, mais quand même beaucoup, parce que quand on creusait, on se rendait compte que les gens, soit ils savaient pas de quoi ils parlaient, soit il y avait des aberrations du genre on va mélanger une fibre recyclée avec un coton qui est pas bio, enfin des choses qui n'ont pas de sens. Alors bien sûr, il y avait quand même des choses bien, mais il y avait quand même beaucoup de trucs où il fallait décortiquer. Et quand je suis rentrée, en fait, je me suis dit, je comprends rien là. Mais après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas des élevages en France ? Et là, j'ai cherché, et en cherchant, j'ai une amie aussi qui m'avait parlé du mont RD4 Vent et qui m'avait donné un petit prospectus. Et là, je me suis dit, tiens, je vais téléphoner. Je suis tombée sur la maman d'Audrey qui m'a dit, attendez, il faut appeler Audrey et tout. J'ai rappelé Audrey, et là, en discutant avec Audrey, je me suis dit, mais génial, j'ai senti que... en fait, j'ai senti qu'il y avait la possibilité certainement de faire évoluer les choses, de développer des choses et tout. Et ça m'a donné envie de travailler son fil et de voir si c'était possible de le faire industriellement. De travailler industriellement, parce qu'à la base, c'est quand même... moi, je connaissais le Moire des fermes de France, et pour moi, déjà, c'était très cher. Donc au début, je m'étais dit, c'est impossible. Et puis, pour moi, c'était pour faire du tri commun. Donc, j'avais un peu écarté le sujet. Mais en recreusant et en entendant Audrey, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Après tout, ça se tente. Et voilà. Et c'est comme ça que le premier gilet dans le fil du Moire des 4 Vents tricoté à la machine en Italie a vu le jour, et on a commencé comme ça à travailler ce fil. Je sais pas, je trouve ça passionnant, moi, de pouvoir élever des chèvres en France, en faire un fil, tricoter en Italie. C'est comme tout ça, c'est quand même proche. On sait ce qui se passe. On sait comment sont élevées les chèvres. Enfin, moi, les chèvres, en général, pour le mohair, ça vient plutôt d'Afrique du Sud. Je compte bien y aller un jour, là, mais je n'y suis pas encore allée. Et là, je trouve que c'est génial d'avoir tout pas loin et de savoir ce qui se passe. Et de faire ça aussi avec Audrey et Mathieu, qui sont très compétents dans leur domaine, modernes, qui ont envie de développer, qui creusent. Je donne un exemple, mais par exemple, quand j'ai travaillé avec l'agence d'éco-conception MU, il y avait des sujets qui ont été soulevés, par exemple par rapport à l'alimentation et tout ça. Avec Audrey et Mathieu, je me suis pas sentie gênée de leur poser ces questions-là. Ils m'ont répondu. Moi, j'apprends des choses. Et il y a un échange, et puis là, je sais pas, un an après, Audrey, elle me reparle de l'alimentation des chèvres et tout ça. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est une démarche aussi de toujours s'améliorer, de chercher des solutions, à la fois pour la qualité et pour le bien-être animal et pour le respect de l'environnement, et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc où j'en suis à me dire que... évidemment,
Le mieux, c'est de travailler avec des élevages français, comme ça on sait ce qui se passe et on peut aller voir. Et quand on ne peut pas aller voir, eh bien, je pense qu'il y a des certifications qui sont bien utiles, comme RWS pour la laine. Ça permet d'éviter les dérives ou les maltraitances animales et de mettre en place des bonnes pratiques, en fait. Donc, je pense que quand on n'a pas la chance de produire tout près et de voir ce qui se passe, les certifications, c'est la seule solution. Et là, il faut vraiment, pour les avoir, il faut vraiment creuser parce que là, par exemple, j'ai envie de faire du mérinos depuis toujours, parce que j'ai commencé par le mohair, mais au début, j'ai aussi commencé par du mérinos parce qu'il y avait un fabricant en France qui savait très bien le traiter. Et donc, ça doit faire au moins plus d'1 an. Et le mérinos, j'ai toujours pas vraiment... Enfin, là, ça y est, j'ai trouvé le fil, mais j'ai par exemple un filateur italien que je ne nommerai pas, qui m'a proposé un fil en me disant qu'il était RWS, par exemple. J'ai monté un proto, etc. Puis, en fait, je demande la certification avec le papier et je ne l'ai pas. Et au bout d'un mois, je ne l'ai toujours pas. Et en fait, là, hier, il vient de me dire « Ah, mais non, mais en fait, si vous voulez la certification RWS sur ce fil, il faut qu'on passe un contrat et il faut qu'on en parle. » Donc, d'un truc qui était censé être RWS d'office, finalement, non. Mais si vous voulez une marque qui ne va pas prendre le temps comme moi et qui ne va pas creuser, elle va être trop contente de se dire bon bah super, ce fil il est RWS, elle va l'écrire partout, et en fait c'est pas le cas. Alors moi chez Des Petits Hauts, j'avais la conscience de la qualité, ce qui est déjà beaucoup, parce que finalement dans cette volonté de faire des choses éco-responsables, la qualité c'est très important, parce que faire un fil très très éco-responsable avec peu d'impact qui bouloche au bout de 2 minutes, ça sert à rien. Donc chez Des Petits Hauts, je faisais de la qualité, et en ça, je pense que c'est déjà beaucoup, parce qu'en maille, on rencontre beaucoup de fils de pulls qui boulochent au bout de 3 minutes. Donc je pense que ça, c'était déjà bien. Ensuite, moi, j'avais toujours la conscience de travailler, sûrement depuis ma boulette du départ, avec mes t-shirts où on passait pas la tête. Donc travailler avec des gens qui avaient vraiment le sens de la qualité et du travail bien fait. Et souvent, ça va aussi avec une certaine conscience un respect aussi de l'environnement. Mais j'ai pas pu, par manque de temps et pour d'autres raisons aussi, vraiment faire ce que je fais aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile de le faire aujourd'hui en repartant à zéro que de le faire quand on a déjà une marque implantée. Je veux faire... en fait, ce que je veux, c'est que tous les produits que je crée soient en ligne avec mes convictions et être fière de ce que je fais, en fait. Et me dire, ça, je l'ai produit. En fait, je me dis souvent, si j'en produisais 20 000 pièces, est-ce que je serais vraiment fière de ça ? Et bon, c'est pas le cas, évidemment, j'en suis pas là, bien sûr. Mais me dire que si ça grossissait, je serais heureuse, je serais contente de ce que je fais, parce que ça resterait des choses qui respectent l'humain, l'environnement, les animaux. Donc voilà, à chaque fois, je me dis, est-ce que je suis fière de ce produit ? Est-ce qu'il a du sens ? Est-ce qu'il respecte tout ça ? Et c'est la moitié de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'adore la créativité, les couleurs, créer des modèles et faire du beau, parce que je pense que voilà, moi, c'est ce qui m'anime, le beau, les choses qui me font du bien, des beaux pulls bien doux. Ça, c'est très important et c'est ce qui m'anime. Mais je crois que l'autre facette, c'est ce que je viens de dire. Et pour moi, maintenant, c'est très, très... Enfin, les deux sont très importants. Ah vous passez par là ? Vous passez par là. Je sais même pas. Voilà notre caverne du mohair. Et là, il y a les différents types qualité de mohair. Ouais. Là, c'est d'après ça qu'on trie, en fait. C'est nos critères pour le tri. Bon, parce qu'en fait, l'été, on fait des jeux avec les enfants. On anime des petits ateliers, donc on éteint la table de tri, et on essaye de leur faire trouver les différentes qualités. Enfin, voilà. On essaye d'animer... C'est ça, vous le voyez à l'œil ? L'œil est touché. Ouais. Après, voilà, le maître du jeu sur ça, c'est vraiment Mathieu. Et donc là, la qualité 1, elle sert à faire quoi ? Et la qualité 5 ? En fait, la qualité, les 3 premières qualités, ça sert à faire du vestimentaire. C'est la haute qualité. C'est juste que dans le cahier des charges, la qualité 1, c'est la première tonge. C'est vraiment le mohair de chevreau. Voilà. Et 2 et 3, c'est sensiblement la même chose. Après, le 4, ça va nous servir pour tout ce qui est chaussettes. Et le 5, c'est le déclassé. Audrey Louvy, j'ai 35 ans.
Donc j'ai rejoint la ferme de mon frère en 2015 et aujourd'hui je m'occupe plus de la partie confection, transformation du mohair, qualité, voilà. Alors déjà, moi je suis pas la créatrice c'est mon frère qui a quitté son boulot de menuisier en 2010 pour construire entièrement la ferme des 80, donc en 2011, qui était historiquement à notre grand-père, donc où on n'avait pas de chèvres, hein, c'était de l'élevage polyculture comme il se faisait dans le temps en fait. Et la première chèvrerie qui a été restaurée était un ancien séchoir à tabac qui était très développé. Cette culture de tabac était très développée dans le Périgord à l'époque. Donc Mathieu a reconstruit la première chèvrerie partiellement pour accueillir du coup 40 chèvres angora. Donc lui il vous dira plus que moi pourquoi. La chèvre angora, mais l'objectif c'était de faire quelque chose d'un peu différent. Et s'orienter vers faire connaître une autre facette de l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture sert à manger, mais ça sert aussi à se vêtir. Et ça, on a aujourd'hui tendance à l'oublier. Donc de 40 en 2011, aujourd'hui en 2019, donc 250. Ce vers quoi on tend, c'est quoi ? C'est justement travailler avec des créateurs pour mettre en valeur notre savoir-faire qui est la production de mohair et de mohair français. Donc avec toute l'éthique qu'on a derrière. Donc, on s'évertue à faire un mohair dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'au niveau de notre élevage, on fait en sorte que ça soit visible, ce qu'on fait, que les gens puissent juger eux-mêmes, d'offrir une traçabilité du produit, puisque on ne mélange pas notre mohair avec d'autres mohairs. Ce qui se retrouve dans nos pulls, c'est ce qui vient de nos chèvres. Voilà, il n'y a pas d'autres intrants que ce mohair-là. Donc c'est cette traçabilité-là, c'est que par rapport à tout ce qui est décrié, les gens puissent eux-mêmes venir juger, être seuls juges des qualités d'élevage, de l'environnement qu'on offre à nos animaux été comme hiver, de comment on les tond, comment on trie, puisqu'on explique aussi, on est très transparent sur tout ça. Donc voilà, donc c'est une mode différente, ce vers quoi on veut tendre, où les gens sont juges et maîtres un peu de leur propre consommation. Voilà. Quand on est éleveur, c'est une coopération, c'est les animaux et nous. Donc nous, sans eux, on n'est rien. Donc voilà, c'est une coopération, et puis c'est un métier passion. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos animaux soient bien, faire une jolie matière, parce qu'il faut qu'on en vive aussi. Mais voilà, c'est un travail d'équipe. On a toujours voulu se professionnaliser dans ça parce que on est aussi passionné par la mode, par ce qui se fait, par la maille, par les jolis produits. Ça nous vient de notre maman qui travaillait dans le domaine un peu haut de gamme de la chaussure. Et voilà, on a cette habitude de moins consommer, mais par contre d'acheter des jolies choses autant qu'on peut. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui nous attire. Voilà. Et les matières naturelles, on vit dans un environnement naturel, donc on essaye de faire quelque chose que nous-mêmes on aimerait consommer. Voilà. Je pense que c'est bien qu'on tende vers quelque chose où on consomme moins, qu'on commence à se poser des questions sur ça, parce qu'on a été dans le monde du textile, on a acheté beaucoup de jetables. Donc sauf que quand on achète du jetable, et derrière ça induit une production massive avec des déchets qui le sont tout autant. Alors, après, j'en conviens, il en faut pour toutes les bourses, et ça, c'est logique. Mais c'est vrai que c'est un peu comme dans la nourriture. Peut-être que des fois, il faut consommer en se posant quelques questions. Mais je pense que ce retour-là vers le questionnement de la source, parce qu'on a vu des déviations dans tous les domaines, et donc se recentrer sur quelque chose de plus cohérent par rapport à l'environnement, à l'écologie et tout ce qui s'ensuit, ça a aujourd'hui son impact. Donc voilà. Donc je pense que oui, mieux consommer et apprendre à conserver ses vêtements, ses meubles, enfin voilà, c'est un tout. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans le fast fashion, dans le modéré. Voilà la chèvre angora. Et tu vois, et à contrario de ce qu'on peut penser, plus elles sont grises, plus elles vont te dire elles sont sales, pas belles, plus le moins elles vont. C'est vrai ? Tu vois la bien blanche là, les deux bien blanches, ça il y a 80% de chances qu'après il faut voir de plus près. Ça n'atterrit pas dans tes pulls. Ça passe pas du pull, ça fasse de la couverture. Et parce que plus il est gros, moins c'est épais, et moins ça capte la poussière, donc elle reste toujours blanc.
plus il est fin, plus ça va capter la poussière. Alors que plus c'est fait, donc plus à la mèche t'as du poil, plus c'est dense, et donc il y a tout qui sort. Oui, c'est beau. Mais voilà, moi je suis Mathieu Lovy, j'ai 31 ans et je suis le créateur de la ferme des 4 vents. Métier passion qui avant de créer ça j'étais menuisier et voilà, un retour aux sources était indispensable pour moi, donc c'est ce retour aux sources qui a fait qu'on a créé la ferme des 4 vents. C'est vraiment une passion depuis tout petit, l'agriculture, et malgré on connaît tous les soucis des agriculteurs, et bien oui, c'est voilà, la menuiserie c'était très bien, mais voilà, il y avait cette envie, voilà, je sais pas d'où ça sort, hein, mais il fallait que je le fasse. Donc voilà, 2011, et bien on a fait, allez hop, on prend le grand virage et on reconstruit la ferme de nos grands-parents. Les caractéristiques de la chèvre angora. Alors, faut imaginer un caniche à cornes. C'est des animaux qui sont très calmes, mais qui arrivent à faire beaucoup de bêtises malgré qu'elles soient calmes. Après, voilà, esthétiquement, c'est un petit caniche à cornes qui est, suivant les époques de la tonte, soit toute blanche, toute propre, avec 2-3 cm de laine, ou 4-5 mois après, elle va être un petit peu grisonnante, avec certaines très belles, très bien peignées, et d'autres qui vont être complètement chiffonnées parce que elles se grattent, elles se frottent, enfin elles sont pas très très précieuses. Donc il y en a qui ressemblent à rien et pourtant c'est du très très joli, et d'autres qui sont presque parfaites parce que ces dames prennent soin d'elles. Mon quotidien, bon déjà il y a un truc de sûr, matin et soir c'est on s'occupe des animaux. Donc le matin c'est on donne la nourriture et en même temps on jette un coup d'œil si tout va bien. Le soir c'est exactement pareil. Et après, alors la journée, c'est très variable. Soit l'hiver, voilà, on est dans le tri de la laine pour préparer la future transformation. Après, voilà, l'été, on est dans les foins, donc c'est 7 jours sur 7 du tracteur pour rentrer la nourriture pour l'hiver. Et puis voilà, en mars-avril, on est beaucoup aussi du coup en chèvrerie. Parce que y a les naissances qui prennent beaucoup de temps, quoi. Parce que c'est des tout petits morceaux et il faut bien s'en occuper, quoi. Ouais, Mathieu. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci. À demain. Bientôt. Ah toi aussi. Oui, à bientôt. Et merci encore. Ouais. C'est gentil. Merci à Katia, Audrey et Mathieu de m'avoir reçu pour ce reportage. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.